Bonsoir jeunes gens. Préoccupés par le fait de garder intacte la pureté de vos âmes, il est possible que vous ayez évité de voir ce film. Je dois donc vous avertir. Ne regardez pas la vidéo qui va suivre si vous tenez à votre futur. Aujourd'hui, La Blonde et le Privé, téléfilm de 1994, avec à l'affiche Rob Estes et Pamela Anderson. On pourrait résumer la critique du film à ça. Un film qui a comme acteurs principaux le bellâtre des Dessous de Palm Beach et la bimbo de Alerte à Malibu, ne peut être bon. Mais ce serait un peu court, et je vous propose de regarder ensemble ce que donne ce film. Le décor est très vite planté, nous sommes à Miami, et nous sommes accompagnés par Mike Hammer, détective privé joué par Rob Estes, qui nous parle en voix off. Dès la séquence de générique, Mike nous sert quelques répliques mémorables. Le sordide, j'aime bien. Ou encore... Très malin. J'aime les filous qui ont le sens de l'humour. J'aime me beurrer la biscotte. Bref, Hammer nous explique qu'il est en train de chercher quelqu'un. Et pour ce faire, il va dans une boîte de nuit qui s'appelle le Don't Come In. Boîte de nuit de laquelle il se fait défenestrer quelques instants plus tard. S'ensuit un flashback où il nous explique comment il en est arrivé là. Ce flashback permet l'entrée en scène de Pamela Anderson dans le rôle de Velda, secrétaire très court vêtue. Elle, c'est Velda. Elle travaille pour moi. Un coup d'œil sur son CV et j'ai su que j'avais trouvé la perle rare. Je tiens à dire que je ne doute pas un seul instant du fait qu'il est vraiment embauché que pour son CV. Non, franchement. Revenons à nos moutons. Le rôle de Pamela Anderson consiste essentiellement à faire joli entre deux discussions à propos du métier de détective privé. Discussions ponctuées d'expressions désuètes. Dites-moi pourquoi ça se passe comme ça. Parce que le sordide, c'est un boulot. C'est ce qui paye. On n'est peut-être pas obligé de travailler pour des saligots. Etc. etc. Arrive alors Trinity Sinclair. Excusez-moi, je cherche Mike Hammer. C'est à ce moment-là que les choses commencèrent à devenir intéressantes. Dit l'homme qui tous les jours avait Pamela Anderson dans son bureau. Mademoiselle ? Sinclair, Trinity Sinclair. Sur cette musique jazz tellement cliché, Trinity explique à Mike son problème. Son père a disparu il y a maintenant 14 ans et elle veut qu'il le retrouve. Et quand elle lui demande s'il accepte l'affaire, sa réponse est « Non. Je suis désolé. » C'est trop compliqué, ça fait trop longtemps qu'il est parti. Alors elle leur dit « Écoutez, je vous donne $1000, c'est tout ce que je possède. À ce prix-là, l'enquête se facilite subitement. Et Mike Hammer accepte de la faire. Merci. Trinity ayant expliqué que son père était accro au jeu, elle et Mike vont mener l'enquête à l'hippodrome et demandent à un guichetier s'il reconnaît l'homme sur la photo. Voilà ce qui arrive. Détective privé, vous reconnaissez ce type? Ah oui, je l'ai déjà vu. Et alors? Attends, pas si vite, grand-père, pas si vite. Qu'est-ce que tu me chantes là? Tu vois défiler 1 millier de personnes par jour et tu veux me faire avaler que tu reconnais cette tronche de monsieur tout-le-monde sur une photo format 12-18 prise il y a 14 ans? Alors là, ça m'étonnerait vraiment. Attendez, le mec se pointe pour faire une enquête qu'il jugeait impossible il y a 30 secondes. Il trouve un témoignage dès la première personne qui l'interroge. Et au lieu de sauter de joie, il se pose des questions sur la véracité du témoignage. Mais quel abruti! Vous avez déjà vu ça dans un bon film, vous? Ok, j'avoue. Vous m'avez bien tabassé, vous avez gagné. C'est moi, j'ai étranglé la petite fille. Je vous l'avais dit qu'il le ferait parler. Bien joué, Mike. Et tu crois que c'est fini? Tu crois que c'est fini? Je te crois pas. Non, je te crois pas. Trop facile. Il faut quoi, là, Mike? T'as failli m'avoir, mais je suis vraiment trop malin. Regardez bien la tête du petit vieux. Lui-même n'en revient pas que Hammer soit aussi stupide. Et il va pas se gêner pour lui faire remarquer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague. Je t'ai rien demandé, c'est toi. Comment qui es est-ce venu que me tu chercher. te reconnais? drogues ou tu prends des médicaments? Respecte les anciens, fiston. Après cette courte mais efficace leçon d'investigation, le petit vieux leur indique que le père de Trinity est bien un habitué des lieux,
Puis, ils vont à la réception d'un hôtel où ils apprennent que le père de Trinity utilise actuellement le nom de Donald Acuff. Juste en interrogeant 2 personnes, ils retrouvent donc le nom utilisé par le père disparu et savent dans quel hippodrome il va régulièrement pour jouer. Du coup, ils décident d'aller fêter ça en boîte. Là-bas, ils dansent, ils boivent, ils discutent, Bienvenue à Miami. ils boivent, Mike relue Trinity, ils boivent, ils s'embrassent, ils vont dans la voiture, et Trinity, toute bourrée, vomit sur Mike. Ça lui apprendra à faire picoler les filles pour les choper. Mike Hammer poursuit son enquête le lendemain, et pour ce faire, croise toute une flopée d'indices et de collaborateurs qui sont tous des clichés. L'inspecteur Harry au féminin, un vieux chinois, un garagiste hispanique borgne, un bookmaker, et entre-temps finit par coucher avec Trinity Sinclair. Trinity était étonnante. Oh, elle était plus qu'étonnante, elle était même mieux que ma prof de lettres au collège. Je dois dire que je n'étais pas trop mal non plus. Le lendemain, alors qu'ils sont en voiture, Mike et Trinity se font suivre par un clone de Duke Nukem. Une course-poursuite s'engage et Hammer sème le méchant blond, qui, tout énervé, dévoile un toc assez ridicule. C'est pas vrai, merde! Encore. Mike a ensuite un léger accident. Mais heureusement, il garde son sens de l'humour. Quand j'ai pris cette affaire, je croyais que ce serait du gâteau, et finalement c'était pas de la tarte. Hammer rentre ensuite chez lui, se rend compte qu'on l'a cambriolé et qu'il n'a plus son flingue sur lui. Et maintenant, une petite question destinée à tous ceux qui veulent faire détective privé plus tard. Qui veut devenir détective? Question. Mon flingue vient de disparaître alors que j'étais avec une fille que je connais depuis à peine 2 jours. Que fais-je? Réponse A. Je soupçonne la fille de m'avoir piqué mon flingue. Réponse B. Je fais comme si de rien n'était. Envoyez A ou B au 68888. La réponse de Mike est évidemment la B. Il fait comme si de rien n'était. Il découvre avec Velda que les cambrioleurs n'ont manifestement rien pris et poursuit son enquête, arrivant le soir même au Don't Come In, qui est un cercle de jeux clandestin où il espère trouver le père de Trinity. Père qu'il trouve assez rapidement. Vas-y, faites vos jeux. 15, rouge, passe, impair et manque. Le 7 gagne. Bien 800 sur le 7. Monsieur Acuff, ravi de vous rencontrer. C'est Trinity qui m'envoie. Je m'appelle Mike Hammer. Oh! Et voilà, comme vous le voyez, on est revenu à l'image du début. Cette technique de flashback pourrait être un point positif du film si on ne voyait pas tout le film venir 30 minutes à l'avance, et surtout si on ne comprenait pas tout bien avant Mike, qui est censé être, je le rappelle, un détective, donc avoir un minimum de logique. Regardez, suite à sa chute, Hammer finit à l'hôpital, où Velda vient lui exposer le résultat de ses recherches à propos du passé de Trinity. Manifestement, elle est là sous un faux nom, et n'emploie que de l'argent en liquide. Ça, ajouté au fait que son flingue est disparu lorsqu'il était à ses côtés, Hammer devrait au moins avoir un petit doute. Bah non. Voilà sa réaction face aux révélations de Velda. De quoi est-ce que vous parlez encore? Pourquoi vous lui faites pas confiance? Je ne crois pas qu'elle soit ce qu'elle dit qu'elle est. Ah, voilà une très jolie phrase, vous voudriez la répéter. Voilà. Mike sait que ce jour est celui où le père de Trinity, sous le nom de Donald Acuff, vient parier sur le cheval numéro 8 à l'hippodrome, et ils vont donc le chercher là-bas. Sur place, ils croisent le blond, que Hammer décide de suivre, se séparant de Trinity. Au passage, le blond nous gratifie de son toc. Finalement, Hammer, ayant perdu le blond, se remet à chercher le père de Trinity, mais des policiers tentent de l'arrêter. Le voilà. Où ça? Où ça? Lui, là, qu'est-ce que vous attendez pour l'attraper? s'il vous plaît. Il s'en débarrasse, court chercher Acuff qu'on lui a dit être sur le parking. Là, il l'entend un coup de feu, puis se rend compte qu'on a tué sa cible avec le flingue qu'il avait perdu. Betsy, qu'est-ce que tu fais ici? Acuff. C'est à ce moment que le FBI finit par le choper. Mets en l'air, FBI.
Mais pourquoi le FBI cherchait-il à l'arrêter avant que Acuff soit tué? Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Moi? Oui, vous. Ils ont une section Minority Report à Miami. Ils voient d'avance qu'ils vont devoir arrêter, ou encore mieux, qu'ils vont devoir arrêter par erreur. On avait là enfin un rebondissement, il fallait absolument qu'ils le gâchent en foirant le déroulement de la scène. Enfin bref, on apprend que Acuff était en fait un témoin protégé par le FBI. Éclate alors une habituelle dispute FBI-police locale. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Qu'est-ce que le FBI fait sur le territoire de la criminelle? Et vous, qui êtes-vous? Pat Chambers, police criminelle de Miami. Putain, mais qui êtes-vous? Agent Fields, FBI. Eh, c'est moi qui suis chargé de cette affaire. Non, vous ne l'êtes plus, je regrette. Ah non, ça c'est pas juste. Si d'abord, si d'abord. Dispute dont Mike profite pour s'enfuir. Qui est de liaison du FBI. Foutant au passage une belle baigne à sa copine flic. On va régler ça de façon légale. Et voyant Trinity partir dans une voiture avec le blond. C'est lui. Il l'emmène. Mais ce n'est que le soir venu, aidé par tous ses amis, dont sa copine flic qui a l'air de pas trop lui en vouloir, que Mike réussit finalement à comprendre que Trinity est une méchante. Oh non. On comprend également que le cambriolage a servi à placer des munitions plus mortelles que les autres chez Mike pour faire croire que le meurtre était prémédité par le détective. Tiens, regarde ça, Pat. Des balais ergots. Ouch. Enfin, il s'avère que les commanditaires du meurtre ont été suffisamment sympas pour laisser des indices pour les retrouver. Trinity est en fait le nom des 3 frangins que Acuff a balancés, des frangins venant de la ville de Daytona. Mike, après 2 baignes amicales, Vas-y, essaie. obtient un délai de 2 jours auprès de son ami flic pour aller là-bas trouver les vrais coupables. Eh, vous inquiétez pas. C'est comme ça que je gagne ma vie. Arrivé là-bas, il réserve une chambre dans un hôtel devant lequel est garé un corbillard rose avec un crocodile sur le toit. On voit que sa chambre a une caméra bien visible en face du lit, puis Mike se déguise en Daytonien. J'imagine que les Daytoniens ont apprécié la façon dont ce film les illustre. Hammer passe alors par une autre série d'indices clichés. Dealer bègue, vendeur d'armes, tueur à gages, et après être tombé dans un guet-apens où on le torture en lui cramant les choses de la vie au chalumeau, il découvre que la mafia n'est pas derrière tout ça et apprend aussi le véritable nom de Acuff. Gimpy Margarita. Finalement, la mafia, après l'avoir torturé, laisse Mike en vie. Ils sont vraiment sympas. Et le détective va se rafraîchir les roustons. Ça sera peut-être meilleur si c'est moi qui le fais. Stop. Là, il faut que je vous parle des Playmates. On dirait que le réalisateur s'en est fait livrer par camion ben entier pour remplir son film. Et à part Randy Engerman qui joue Trinity et Pamela Anderson qui est Médusie à un moment, oui, à part ces deux-là, toutes sont absolument inutiles, juste là pour faire joli. On en a des blondes, des brunes, des motardes, des cyclistes, des hard rollers, des dirty, des jardinières, mais la championne de toute catégorie arrive un peu plus tôt dans le film lorsque Mike Hammer entend frapper à sa porte. Bonjour, je m'appelle Daisy, je fais une collecte pour soutenir les vaches laitières de Floride. Vous voulez faire un don? Oui, prélevez $50 sur mon compte. Je bois beaucoup de lait. Mince, à quel point il faut être désespéré pour faire ça. Elle a vraiment cru que ça allait aider sa carrière de jouer un rôle de vache laitière de Floride? Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer bientôt caissière à ma boutique. Revenons au film. Mike retrouve la mère de Gimpy qui lui indique que les Trinity avaient un dernier frère qui s'avère être un prêtre. Bon ok, vous vous en contrefichez qu'il soit prêtre, mais c'est le seul rebondissement du film qui ne soit pas gâché. Mike fait comprendre au prêtre qu'il sait tout sur le meurtre de Gimpy et voit le prêtre parler à 2 flics qui s'avèrent être Trinity et le blond. Hammer, entre 2 tocs du blond, va donc voir les 2 flics et leur dit à eux aussi qu'il sait tout en leur indiquant où le trouver. Puis il retourne à sa chambre d'hôtel, règle la caméra et voit qu'il y a une piscine sous son balcon. Oh là là, va-t-il y avoir une scène où il va sauter dans la piscine depuis sa chambre? Les flics le rejoignent dans sa chambre et là, question.
Pour revenir plus tôt, pourquoi ces deux branques ont-ils eu besoin de Hammer? Ils avaient vraiment besoin de s'encombrer d'un témoin supplémentaire, détective qui plus est, pour trouver Gimpy, sachant qu'en tant que flic, ils avaient pas mal de moyens à leur disposition pour le trouver? Et pourquoi ils ont cambriolé Hammer pour mettre des balles chez lui, alors que Trinity pouvait tranquillement le faire, puisqu'elle couchait avec? Et là, après le toc habituel, pourquoi ne la battent-ils pas tout simplement? Peut-être parce qu'ils ont vu la caméra, discrètement entourée d'un cœur moumoute. Dans ce cas, pourquoi avouent-ils tout? Et pourquoi finalement ils essayent de le tuer? Bref, aux surprises, Mike s'enfuit par le balcon. S'ensuit une course-poursuite pour le moins épique. Alors qu'il est poursuivi par deux tueurs, Mike Hammer fait une partie de beach volley, sourit aux minettes et participe à un tournoi de danse. Qu'il gagne! Et il s'enfuit en partant en slam sur un public complètement déchaîné après avoir assisté à ce concours de danse d'environ 30 secondes. Il tombe alors sur le blond, qui après un dernier toc, tente de le fracasser à coups de matraque télescopique, mais heureusement, Mike l'assomme en 2 coups de bodyboard. Je rappelle que c'est en mousse ce truc. Mike retourne alors à son hôtel, récupère la vidéo des aveux, s'apprête à partir en bagnole lorsque Trinity débarque pour reprendre la cassette et en finir. Pourquoi ne l'a-t-elle pas prise tout à l'heure? Pourquoi ne le tue-t-elle pas tout de suite, puisqu'il n'a pas caché la cassette, mais l'a bien posée en évidence sur son fauteuil? Même Mike se pose la question. Je comprends rien, pourquoi m'avoir pris comme tierce personne dans ton plan? Ça a forcément tout compliqué. Et si Mike se la pose, c'est que ça doit être vraiment con. Bref, Trinity finit les aveux, et demande à Mike de démarrer la voiture. Mike propulse sa voiture contre le corbillard crocodile, où Trinity finit la tête la première, se tuant sur le coup. Mais pas Mike, qui lui, avait sa ceinture. Repose en paix, inspecteur. Mike, Et tout finit bien. je suis sûre Le que ça prêtre finit en t'intéresse. prison, Le prêtre s'est confessé. Et il va prendre perpète. et le blond, ben on sait pas. Fin du film. Au final, La Blonde et le Privé est un honnête nanar, un film qu'on prendra plaisir à regarder entre amateurs de ce genre cinématographique. Ce film cumule en effet pas mal de défauts qui font sourire. Le toc du blond, la stupidité de Mike, les méchants qui dévoilent leurs plans foireux, un scénario qui ne tient pas debout, et de ci de là quelques erreurs de réal dont je ne vous ai pas parlé. Ajoutez à ça que Pamela Anderson figure sur la jaquette du DVD, bien qu'elle n'ait finalement qu'un rôle secondaire, et là vous avez un bon indice de la qualité du film. Quand on en arrive à vendre un film pour la présence d'une starlette de la télé qui joue dans un second rôle esthétique, c'est qu'on n'est pas très fier du reste. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour un autre film.